Mesdames, Messieurs, il est 20 heures. Nous allons pouvoir démarrer cette séance, si vous le voulez bien. Alors, c'est une séance en fait qui poursuit celle qui a consisté à l'installation du conseil municipal. Et là, aujourd'hui, on continue à installer le conseil municipal, notamment dans ses commissions, que nous voterons tout à l'heure. Je commence par faire l'appel. Olivier Lebrun, présent. Bertrand Schneider. Présent. Gonald Teston. Présent. Jean-Philippe Ollier. Présent. Laure Cotin ne va pas tarder. Louis, ah, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Arnaud Brosset, Christelle Favre-Lorraine, Antoine Brully-Mury, Patrick Homauvert, Livier Vénin, Valérie Ledestumer, Catherine Quillet, Christine Caron, Paul Apilikiewicz, Tony Constant, va arriver certainement, Benoît Collin, Agnès Pira, Muriel Moreau, Gaël Gavinda, Arnaud Lancel, Nicolas Cosman, Aïlis Kata, Alice Wynne, Johanna Bordeaux, Baptiste Chevalier-Ruffini va arriver certainement, Gabriel Kaufmann, Claire Quesnel, Maïté Carif-Bedouani, Tanguy Le Sceau, Amandine Robert et Lucas Ehrenfeld. Bien, je vous fais passer la feuille de présence, si vous le voulez bien, pour la signer. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un qui se sent des âmes de secrétaire de séance? Une fonction tout à fait honorable et gracieuse, exercée à titre gracieux. Voilà. Le secrétaire de séance, son rôle, c'est d'écouter ce qui se dit et de relire le procès-verbal une fois qu'il est, avant qu'il soit publié et approuvé par le conseil municipal. Parmi les jeunes, ah ben voilà, les jeunes, la jeune Paola Pilikiewicz, qui se propose. Voilà, c'est tout à fait passionnant hein, de relire tout ça. Merci. Nous passons à l'approbation de deux procès-verbaux. Alors, je l'avais promis, et généralement, quand je promets quelque chose, ça se passe. L'approbation du procès-verbal exhaustif du conseil municipal du 12 mars dernier. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avions voté le procès-verbal synthétique. Donc, on commence par celui-ci. Y a-t-il des remarques sur son procès-verbal? Pas de remarques, donc nous passons à son approbation. Y a-t-il des oppositions à ce PV? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le suivant, c'est le procès-verbal de la dernière séance, celle du 21 mars 2026. Y a-t-il des remarques à faire sur ce procès-verbal? Pas de remarques, donc nous passons à son approbation. Opposition, abstention, unanimité. Je vous remercie. Parfait. Nous entamons donc, l'ordre du jour est un peu fourni, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller assez vite, puisque nous étions rencontrés avec Mme Karif Bedouani pour fixer un peu les sujets, notamment sur les commissions. Et j'ai eu tous les noms nécessaires en fait, du groupe cité pour les différentes commissions, donc je proposerai de faire des votes relativement rapides et en très grande partie, même pas en grande partie, en totalité à main levée, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous commençons par la délibération numéro 1 qui concerne la fixation des indemnités de fonction des élus. Je vais vous la présenter. Ces indemnités sont régies par un article, l'article 21-23-23 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, qui fixe un taux maximal des fonctions, des indemnités de fonction du maire et des adjoints, ainsi que des délégués. Une enveloppe maxi est déterminée. Dans cette enveloppe, en fait, on pioche dans cette enveloppe pour notamment indemniser les conseillers délégués. Donc, il vous est proposé de surcroît, c'est le sens de la deuxième délibération, de procéder aussi à une majoration de 15% liée au fait que Viroflay était ville-canton. Et donc, selon l'article en question, les villes-cantons pouvaient bénéficier aussi de cette majoration de 15%. Donc, en l'occurrence, je ne vais pas tout détailler. Pour le maire, les 9 adjoints et les 4 conseillers municipaux délégués, on propose une indemnité pour le maire de 67,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique
C'est-à-dire, pour raisonner en euros, 2 778,71 € qui sera majoré de 15%. Pour les adjoints maires, 28,6% de l'indice, soit 1175,61 majoré de 15%. Et les délégués, 6% de l'indice brut terminal, soit 228,09 € majoré de 15%. Et les indemnités de fonction du maire et des adjoints seront versées à compter du 21 mars 2026, date de leur entrée en fonction, et du 24 mars 2026 pour les conseils municipaux délégués, puisque j'ai signé les arrêtés de délégation de ces conseils municipaux délégués le 24 mars 2026. Vous avez un tableau qui vous indique à la fois les pourcentages de l'indice brut terminal, mais également donc pour chacun des adjoints et chacun des conseils municipaux délégués, vous avez le montant de l'indemnité brute, sachant que ces indemnités sont assujetties à cotisation sociale et assujetties à l'impôt sur le revenu. Voilà pour cette présentation. Alors, donc, il y aura deux délibérations à voter, une sur la fixation des indemnités et une autre sur la majoration de 15%. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Nous, sur ces deux délibérations, nous procédons donc au vote de la première. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et pour la deuxième délibération sur la majoration de 15%, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie également. La délibération suivante. En fait, on appelle ça toujours des indemnités. Je trouve ça un terme qui n'est pas du tout approprié parce que elles sont quand même assujetties, comme n'importe quelle rémunération ou salaire, à toute cotisation. Donc, bon. Et là aussi, c'est pour reconnaître certainement le travail des élus. On les indemnise, mais voilà. Euh, délibération suivante, exercice du droit à la formation des conseils municipaux. Il y a aussi un article du CGCT qui définit le fait que les élus ont droit à de la formation tout le long de leur mandat. Il faut définir un montant prévisionnel de ce budget de formation qui ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités cumulées des maires adjoints et conseillers délégués. Mais le budget de formation ne peut pas non plus être supérieur à 20% de ce même montant. Donc, il est compris entre 2% et 20%. Grosso modo, on doit être ça va faire aux alentours de, les 20%, peut-être aux alentours de 30 000 € de budget de formation global pour les élus. Voilà. Donc, on vous propose de fixer au montant maximum des 20% le budget formation destiné aux élus. Une remarque néanmoins, c'est le fait que chacun d'entre vous, indemnisé ou non, bénéficiez d'un DIF, un droit individuel de formation, élu. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser votre DIF, et c'est généralement ce qu'on essaie de faire en fait avant toute chose, avant d'utiliser le budget de la ville, le DIF peut être utilisé pour faire une formation liée à vos fonctions. Voilà. C'est un peu compliqué d'utiliser le DIF. On l'a déjà fait, mais on y arrive. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a ces deux sources de formation, de budget possibles pour ces formations. Y a-t-il des demandes de parole sur le sujet? Agnès Pirin, micro. Merci. C'est simplement ce DIF pour les élus qui perçoivent une indemnité ou pour tout? C'est pour tout élu, qu'il soit, en fait, il dispose d'un DIF qui est c'est un compteur qui est incrémenté sur le compte de l'élu. Voilà. Pour tout renseignement, demandez à Cécile Delanlay qui maîtrise parfaitement le, le sujet du DIF. Voilà, c'est compliqué, il faut quand même le savoir. Euh, voilà, y a-t-il oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le DIF est aussi financé par un prélèvement de 1% sur les indemnités des élus municipaux. Ce qui paraît un peu étonnant dans le sens où lorsque dans une entreprise il y a un budget de formation, ce ne sont pas les salariés qui financent eux-mêmes leur formation, c'est quand même l'entreprise. Là, en l'occurrence, c'est prélevé
C'est 1%, et c'est depuis une dizaine d'années avant, c'était pas le cas. Donc, c'est prélevé sur les indemnités des élus. Voilà, on a considéré que, donc, comme on a des indemnités, donc en fait, on peut continuer à prélever des choses pour financer notre propre formation sur notre propre DIF. C'est toujours un peu bizarre, mais vous serez habitué, d'ici quelques mois, vous serez habitué aux bizarreries de l'administration française. Voilà, y a-t-il des questions sur ce budget de formation? Pas de questions. Hop, ah, t'es un ancien comme vous, monsieur Mauvert, enfin. Petite question, est-ce qu'on envisage durant cette mandature une formation commune, comme ça a Commune, pu être fait, c'est-à-dire, pour tout le monde, ou alors chacun utilisera son DIF individuellement? c'est à la libre, c'est si le groupe Cité veut se faire une formation tous ensemble, ils peuvent D'accord. le faire. Si on veut en faire tous ensemble, nous, on peut le faire. Et chacun peut aussi suivre une formation. Il y a un budget qui est fixé, donc et ce budget, je le dis aussi pour le groupe Cité, n'est pas un budget qui est parti sur les groupes du conseil municipal au prorata de leurs élus. Néanmoins, si vous pouvez éviter de consommer les 30 000 euros à vous seul, ça nous arrangerait parce que nous, on sait pouvoir faire quelques formations, notamment pour les nouveaux entrants. Voilà. Donc il faut arriver à avoir quelque chose d'équilibré autant que possible. Voilà. Donc nous procédons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur l'exercice de droit à la formation des élus? Unanimité. Je vous remercie également. Un autre point que nous votons aussi en début de mandat, qui est le fait que dans un certain nombre de conditions, les élus ont le droit de se faire rembourser des frais liés à garde d'enfants, assistance aux personnes âgées ou personnes présentant un handicap durant la participation à des réunions municipales. Alors, ce ne sont pas toutes les réunions municipales, ce sont les réunions en fait du conseil municipal ou des commissions en fait dans lesquelles vous siégez désignées par le conseil municipal. Voilà, c'est un article là aussi en fait du code des collectivités territoriales qui le stipule, sachant que ce remboursement il ne peut excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance. Donc c'est quand même limité, ça ne finance pas forcément l'intégralité des frais de garde. D'autre part, il faut que ces frais de garde aient été seront en fait remboursés sur justificatif, c'est-à-dire sur facture. Donc, si vous prenez une babysitter non déclarée pour garder des enfants le soir, comme ce soir par exemple, évidemment, les frais ne peuvent pas être remboursés. Par contre, si vous prenez une euh, une société qui vous fournit une babysitter et qui vous fait une facture, ça peut être remboursé. Voilà, parce qu'on ne peut pas rembourser des choses qui n'ont pas été clairement déclarées, qui n'ont pas subi elles aussi des prélèvements sociaux, comme il se doit. Voilà. Je sais que certains, sur le mandat précédent, ont essayé mais n'ont pas été, ça n'a pas été couronné de succès du fait que, en fait, beaucoup de frais sont payés de façon plus directe, notamment les babysitters. Si, par contre, pour les personnes présentant un handicap, il y a une aide particulière qui vient. La plupart du temps, c'est une société qui facture, donc c'est faisable. Voilà pour ces précisions. On n'a pas procédé au vote. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Non. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie également. Nous en arrivons au règlement intérieur du conseil municipal que vous avez reçu et qui a fait l'objet d'une présentation, d'une discussion avec Mme Caribé-Douani la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà, je pense que vous l'avez lu en détail et contient 12 pages et précise la façon dont les séances se tiennent, les convocations, les délais de convocation, la façon dont les débats se tiennent aussi au sein du conseil municipal, la façon dont on vote sur les différents modes de scrutin possibles. Quasiment dans 99,9% des cas, il s'agit de scrutin à main levée et pas de scrutin secret, sauf si une partie du conseil municipal, des élus, demande à ce que que le vote soit secret. Dans ce cas-là, on vote d'abord pour savoir si on veut bien qu'il soit secret et après on vote pour la délibération. On parle aussi là-dedans, dans le règlement intérieur, l'enregistrement et les comptes rendus des séances,
puisque les séances sont enregistrées, diffusées en direct aussi via YouTube. Voilà. On parle aussi des commissions permanentes. Les commissions permanentes que nous avons désignées tout à l'heure, qui sont les commissions qui se réunissent en amont du conseil municipal, donc généralement entre le lundi et le mardi précédant le jeudi du conseil municipal, et leur fonctionnement. Et puis on parle aussi d'autres dispositions sur le bulletin municipal, la place réservée pour les tribunes des groupes composant le conseil municipal, la mise à disposition d'un local que peuvent demander les groupes minoritaires. Et voilà à peu près, en résumé, le contenu de ce règlement intérieur. Y a-t-il des demandes de parole sur ce règlement intérieur? Madame Bedouani, Carrie Bedouani, pardon. Alors effectivement, suite à notre rendez-vous, à mon rendez-vous en tant que représentante du groupe Cité avec Monsieur le maire le 24 mars dernier, qui a donc suivi l'installation du conseil municipal, nous avons travaillé à l'attribution de conseillers aux commissions proposées. Nous n'avons pas eu le temps suffisant pour travailler sur le projet de règlement intérieur, faire nos propositions et en débattre avec vous. Ce règlement intérieur est un texte structurant, vous l'avez dit, 12 pages, qui nous engage avec l'ensemble des conseillers pour 6 ans. La loi prévoit 6 mois pour le porter au vote. Vous l'avez compris, pour ces raisons, nous demandons le report du vote du règlement intérieur à minima dans 1 mois. Je vous remercie. Je suis large d'esprit quand même, donc peut-être que vous n'avez pas cette image-là, mais on vous laisse le temps d'y travailler si vous le souhaitez. Effectivement, aussi dans les 6 mois de l'installation, donc on a encore un peu de temps. Néanmoins, les séances qui vont venir avant que ce règlement soit adopté, ce serait bien que les séances se tiennent dans l'esprit du règlement qui vous est proposé. Sachant que c'est un règlement, je le dis aussi, qui est pas très différent de tous les autres règlements intérieurs qui existent en France et en Navarre et Navarre. Et voilà, donc en termes de modification, on verra vos propositions. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement vous nous les faites vous les fassiez en amont pour qu'on puisse justement discuter et qu'on puisse se dire, ok, ça nous paraît acceptable ou pas acceptable en fait selon les cas. Mais c'est une discussion en amont qu'il faudra avoir, pas forcément en séance du conseil municipal. On la votera en conseil municipal, évidemment, donc vous pourrez exposer des choses, mais qu'on puisse l'examiner avant. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, par contre, c'est une décision que j'ai prise personnellement. Je ne sais pas si tous les autres. Donc, c'est une demande de votre Oui, oui. groupe. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qui s'oppose à cela? Il en faut un, il en faut un, il en faut un. Bon, ok, donc on reporte ça. Ce ne sera pas la séance prochaine. La prochaine, c'est le 16. Et vous aurez beaucoup de choses à faire d'ici là, parce qu'il y a notamment le compte financier unique, en fait, qui sera présenté à la séance du 16. Vous aurez l'ensemble des éléments financiers à partir de demain matin. Donc vous aurez 2 week-ends. Bon, certes, il y a le week-end de Pâques au milieu, mais ça fait 3 jours pour travailler dessus. Plus le week-end suivant pour travailler dessus. Donc on le fera à la séance d'après qui se tiendra certainement au début juillet. Voilà. Avant les vacances d'été. Voilà. Comme ça, personne ne sera encore parti. Ok, donc on reporte ce règlement intérieur. Alors nous passons maintenant aux différentes commissions sur lesquelles vous avez effectivement travaillé pour nous proposer un certain nombre de noms. Les commissions sont... alors il se trouve elles sont dans le règlement intérieur aussi, en fait, mais on les vote maintenant et on changera la date parce qu'on a dit qu'elles avaient été fixées, définies au moment à la séance du 2 avril. Donc on changera cela. Sur les différentes commissions, on va essayer d'aller assez rapidement. Ce que je propose, c'est que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je me tourne vers ma directrice générale. On peut faire un vote à main levée sur toutes.
Donc, je vous propose de faire un vote à main levée sur toutes, sachant que les commissions dans lesquelles il y a un représentant du groupe cité, toutes ces commissions sont déterminées selon un nombre de participants et la place du groupe minoritaire est déterminée à la proportionnelle au plus fort reste, ce qui donne quasiment systématiquement un poste dans chacune des commissions au groupe minoritaire. À minima, un poste, sauf celle où il y en a davantage qui sont prévus. Et un poste de titulaire et de suppléant lorsqu'il y a des suppléants. Ce que je propose aussi, c'est que pour toutes ces commissions, étant donné que nous avons, nous, les propositions, en fait, sur le nombre de membres des commissions, moins un, donc de rajouter le nombre de cités et de voter sur une liste complète, et pas de dire chacun présente sa liste et on fait un vote au proportionnel plus fort reste. C'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc, ce sont des listes bloquées qu'on vous proposera, en fonction de ce que vous nous avez proposé comme membre dans les commissions. C'est la solution la plus simple possible qui puisse exister pour faire ces commissions qui répondent aux desiderata des uns et des autres et à la loi. Ça vous va? Alors, on commence par les commissions municipales donc, qui se réunissent avant chaque séance du conseil municipal. Il y a 4 commissions. Et donc, dans ces 4 commissions, elles sont entre 8 et 7 personnes. La première, la commission finance, urbanisme, travaux, qui se réunit, enfin, qui examine quasiment toutes les délibérations qui sont soumises à l'ordre du jour du conseil municipal. Il y aurait donc Jean-Philippe Ollier, Louis Le Pivin, Antoine Burlet-Mury, Olivier Vénin, Arnaud Lancel, Muriel Moreau, Tony Constant et Maïté Carré-Bedouani. On va voter sur les 4 commissions ensemble. La numéro 2, enseignement, jeunesse et sport, Gonor Teston, Paolo Apikevich, Gaël Gavinda, Gabriel Kaufmann, Christine Caron, Johanna Bordeaux et Amandine Robert. Il y a un homme pour sauver la parité dans cette délibération, tout comme il y a une femme, non, 2 femmes, excusez-moi, dans la première commission. La 3, famille et affaires sociales, là, on a 2 hommes. Laure Cotin, Christelle Favrelor, Anaïs Catin, Catherine Quillet, Alice Huynh, Agnès Pira, Benoît Collin et Tanguy Le Sceau. Et pour la commission 4, animation qui comprend à la fois le commerce, les associations, la culture. Donc il y a Bertrand Schneider, Jeanne-Marie Hermann, Arnaud Brosset, Valérie Le Destimer, Baptiste Chevalier-Ruffini, Nicolas Cosman, Patrick Homover et Lucas Ehrenfeld. C'est conforme à ce que vous aviez prévu. C'est parfait. Donc nous procédons au vote, à la création et au vote sur ces commissions. Y a-t-il des oppositions? Les abstentions? Unanimité. Je vous remercie. La suivante. Il s'agit là de la commission d'appel d'offres, la désignation des membres du conseil municipal pour siéger à la commission d'appel d'offres. Elle est présidée par le maire ou son représentant. Et il y a donc 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, donc avec le même principe de proportionnalité au plus fort reste. Donc un poste est proposé, est attribué à la liste citée. Et donc dans les titulaires, nous aurons Jean-Philippe Ollier, Louis Le Pivin, Jeanne-Marie Hermann, Christine Caron, Maïté Carré-Bedouani. Et en membres suppléants, Bertrand Schneider, Gonnoa Teston, Arnaud Brosset, Patrick Homover et Claire Quesnel. Ce sont des commissions qui se réunissent en journée. Je le rappelle aussi, c'est ce que j'avais dit aussi même Carrie Bedouani, parce que en fait assistent à ces commissions une partie de nos services, services juridiques, services des achats, les services techniques ou les services qui ont des appels d'offres qui ont été lancés, donc le service jeunesse par exemple ou d'autres services. Donc ça se passe en journée. Mais elles sont connues quand même quelques jours, je sais plus exactement combien de temps à l'avance, mais elles sont connues quand même un peu de temps à l'avance. Voilà, y a-t-il des remarques particulières? Nous procédons donc au vote. Opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. La commission suivante, qui s'appelle la COMAPA,
c'est la commission consultative des marchés à procédure adaptée. La commission tutélaire d'appel d'offres, en fait, se réunit pour les appels d'offres qui sont supérieurs à un certain montant de travaux ou de prestations de services. Ça va être aux alentours de 5 millions d'euros pour les travaux et 200 et quelques mille euros pour les prestations de services. Là, ici, la Comapa se réunit pour les marchés qui sont entre 100 000 euros et le seuil de la commission d'appel d'offres. Il se trouve que nous avons la même commission que la commission d'appel d'offres. C'est plus simple parce que souvent la Comapa se réunit après, à l'issue de la commission d'appel d'offres pour examiner les marchés. Il y a un peu plus de Comapa par an qu'il n'y a de commission d'appel d'offres, compte tenu des niveaux en fait des seuils qui sont définis ici. Donc c'est la même composition, on reste sur cette même composition, pas de remarques particulières. Parfait. Donc, unanimité, j'imagine, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons la commission de délégation des services publics. Je rappelle que celle-ci se réunit lorsque la ville décide de confier un service à un organisme privé. Donc, au fait de déléguer ce service-là. Et donc, nous n'avons actuellement qu'une seule délégation de service public en cours, qui est celle qui concerne le CAB. Voilà. Donc, si jamais nous décidons de passer un autre service public en délégation de service public, cette commission se réunira. Et donc, je crois que vous avez proposé, j'avais la liste, la liste est là, voilà. Donc, elle est un petit peu différente pour la composition du côté de Cité, puisque nous avons du côté UPV Jean-Philippe Ollier, Louis Lepivin, Jeanne-Marie Hamann, Christine Caron. Cité propose Lucas Ehrenfeld et en suppléant Bertrand Schneider, Gwenola Teston, Arnaud Brosset, Patrick Homover et Claire Quesnel. Pas de remarques particulières sur cette commission. Et elle aussi, c'est en journée également, donc puisque là aussi les services se sont conviés à cette commission. Pas conviés, c'est eux qui présentent. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. La suivante, on reste sur les services publics locaux. Et là, il y a des titulaires, mais pas de suppléants. Et cette CCSPL se réunit une fois par an. Donc un peu plus que la CDSP, une fois par an pour justement en fait étudier le rapport d'activité des délégataires de services publics avant de présenter ce rapport d'activité au conseil municipal. Et cette commission a une particularité, c'est qu'elle a des membres titulaires, donc en fait qui sont des élus, donc Jean-Philippe Ollier, Arnaud Brosset, Paolo Apikevich, Louis Pivin et Claire Quesnel, et qu'il y a aussi des personnes extérieures, 3 membres d'associations qui on a conservé les mêmes que le mandat précédent. Pourquoi? Parce que en fait ces associations peuvent avoir un intérêt sur les délégations de services publics que nous sommes amenés à passer, notamment l'USMV pour la piscine. Ça me paraissait important que effectivement Jean-Pierre Rouillet puisse, en tout cas un représentant de l'USMV, en l'occurrence son président, puisse y assister, et puis une association de protection de l'environnement, donc avec André Bassès, qui est l'UDP, et puis une association qui représente les familles, qui est l'association générale des familles, avec son président Éric Fortuit. Voilà sur la composition de cette commission à partir de ce soir, qui se réunit une fois par an. Généralement, c'est aux alentours de peut-être mai, quelque chose comme ça, ou juin. Ah, on me souffle juin. Voilà. En juin, pour ensuite passer le rapport du délégataire à la séance de toute fin d'année scolaire, c'est-à-dire tout début juillet. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie. Unanimité. La fixation du nombre de membres du CCAS, du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Je vais essayer de dire le terme en entier parce que assez rapidement, c'est un peu fatigant de n'entendre que des acronymes.
Et donc, il vous est proposé de fixer à 12 personnes le nombre de membres du conseil d'administration de CCS, sachant que ces 12 personnes, c'est à parité, 6 élus et 6 représentants de l'association. Alors, on va commencer par la question des élus. Les représentants de l'association, je les nomme sur des candidatures qui nous sont faites selon un process que je vous expliquerai juste après. Donc sur les membres titulaires, nous avons donc Christelle Favreau-Lorraine, Gonne Teston, Agnès Pira, Catherine Quillet et Alice Swin, et pour le groupe cité, Tanguy Le Sceau. Y a-t-il des oppositions, des abstentions sur ces élus qui siègent au siège du CCAS? Non, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous indique donc que les associations qui vont y siéger, elles sont pas encore désignées. Il y a eu un appel à candidature qui a été lancé il y a quelques jours à un certain nombre d'associations, de représentants des personnes en situation de handicap, des représentants des personnes qui travaillent dans le domaine du social ou de l'insertion, d'autres travaillant dans le domaine du logement. En fait, il y a un certain nombre d'associations qui sont approchées pour nous proposer un représentant de l'association. Et donc, selon le nombre de personnes, peut-être que nous n'aurons que 6 candidatures. Et donc, ce seront les 6 candidats en question qui seront désignés. S'il y en a plus que ça, ben, après, c'est une désignation qui se fait par moi-même. Ouais, mais généralement, en fait, les fois précédentes, on avait la Croix-Rouge, la PIV, la GFV, le Secours catholique, quelqu'un qui représente une association de personnes en situation de handicap, et j'en oublie un certainement, et les retraités, une association de retraités. Voilà. Voilà pour ce conseil d'administration du CCAS, qui se réunit 5 fois par an à peu près. C'est ça, Laure? Ouais. Voilà. C'est un conseil d'administration par trimestre. Minimum. Ok. Un peu comme le conseil municipal, en Ouais. fait. Très bien. Sur le point suivant, les conseillers municipaux siégeant au comité directeur de l'association Jumelage de Viroflay. Et donc, on vous propose donc Jeanne-Marie Hermann, Christelle Favre-Lorraine, Valérie Le Dastemer, Gabriel Kaufmann. Sachant que n'importe qui autour de cette table peut aussi être adhérent au comité de jumelage et faire partie du comité directeur du comité de jumelage comme il le souhaite. Comité directeur qui doit être, je crois, renouvelé à la prochaine Assemblée générale, me semble-t-il, le 5 mai. Mais il faut être adhérent peut-être l'année qui précède ou on peut être adhérent le jour même. Ça, je sais pas. Il y a peut-être des règles dans les statuts qui font que. Voilà. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Sur le point suivant, alors là, il y a un certain nombre de désignations dans des instances sur lesquelles, en fait, il n'y a que une ou deux personnes qui sont représentées, un titulaire et un suppléant. Donc là, il n'y a pas de siège pour le groupe cité. Donc pour le collège Jean Racine, Gonnoa Teston et Jeanne-Marie Hermann qui sont proposés. Voilà, il y a tout à fait des raisons objectives pour les proposer. Voilà, opposition, abstention, unanimité, merci. Là, pour le CNAS, là, c'est un représentant pour le CNAS, et traditionnellement, c'est le premier adjoint qui représente le CNAS. Donc, le CNAS, c'est un comité national d'action sociale. C'est de l'action sociale non pas pour les habitants, mais pour les personnels des collectivités territoriales. Voilà, qui proposent des activités, qui proposent des séjours, en fait, des choses comme ça au personnel. Donc, il y a un délégué par commune. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'il loue au moins un Stade de France pour se réunir tous. Voilà.
Tu prends des places au Stade de France? Concert de Silvio. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant concerne les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de l'EHPAD des Aulnettes sur la rive droite. Et donc là, en fait, il convient de désigner deux personnes. Et donc, le maire est président de droit du conseil d'administration. Il y a aussi d'autres élus qui sont des élus représentants le conseil départemental, dont notamment celui des Hauts-de-Seine. Donc, les deux représentants qui sont proposés, il s'agit de Christelle Favre-Lorraine et de Catherine Quillet. Pas d'opposition, pas d'abstention. Vous dites peut-être, mais il y a un deuxième EHPAD à Viroflay. Il se trouve que l'EHPAD des Hauts-de-Seine est un EHPAD public qui fonctionne en direction commune avec l'hôpital Mignot de Versailles. Et le deuxième EHPAD de La Source est un EHPAD privé associatif. Donc, il n'y a pas, je ne suis pas président du conseil d'administration, il n'y a pas d'élu qui siège au sein du conseil d'administration de cet EHPAD de La Source. Voilà, pour être tout à fait clair sur la raison pour laquelle il n'y a qu'un EHPAD sur lequel le conseil municipal est représenté. On a voté déjà? Oui, pas d'opposition, pas d'abstention. Je recommence, on ne sait jamais. Je vous remercie. Nous passons ensuite au CIGEF. Donc, il y a deux personnes, donc un titulaire ou une titulaire et un suppléant. Et on vous propose donc Jeanne-Marie Herman, qui est la spécialiste de l'électricité en Île-de-France. Et Jean-Philippe Ollier, qui est un spécialiste des réseaux, qui passe en dessous ou au-dessus de la chaussée. Voilà. Y a-t-il des... Ah, Mme Carivet-Douany. Si vous n'avez pas fait d'appel à candidature, Non, non, parce que c'est une désignation en fait avec un titulaire suppléant, et donc généralement le suppléant est le suppléant du titulaire, donc qui appartient au même groupe du conseil municipal. Et en plus, il s'agit que Jeanne-Marie Herman y va de façon systématique en plus, donc bon, en fait, je pensais que on pouvait proposer notre candidature, puisque c'est ça. sur ce point-là, on aurait désiré proposer notre candidature parce que c'est un point qui est extrêmement, qui touche à des sujets qui nous tiennent à cœur, et en particulier sur les questions d'équipement de voitures et enfin, tout l'aspect mobilité, etc. Et donc, on avait l'intention de poser notre candidature. Après, évidemment, le vote sera ce qu'il est. Mais voilà, pour être, pour être, En tant que titulaire, euh, tant qu'à faire, alors, proposer deux candidatures, une titulaire, une suppléante. on a deux candidats, en fait. Ah ben donc un titulaire, un suppléant. Donc en fait, je vous propose qu'on fasse un vote à main levée. Donc il y a deux propositions qui sont faites. Donc Oui. une proposition, donc qui est une proposition Jeanne-Marie Herman, Jean-Philippe Ollier, titulaire suppléant, et donc un binôme, et une proposition qui est de votre côté. Donc, Lucas Ehrenfeld Luc Ehrenfeld comme et titulaire et comme suppléant, Pierre Kennel. d'accord. Donc on va procéder au vote. On va le faire à main levée. Je crois connaître le résultat. Mais on ne sait jamais. Donc, qui est pour la proposition qui était faite, qui apparaît à l'écran? Je compte. Donc, on a 28 pour. Qui est pour, la proposition donc, d'avoir donc, Lucas Ehrenfeld et Claire Kennel? Donc, 5 voix pour cette proposition-là. Donc, ce sont donc Jeanne-Marie Herman et Jean-Philippe Paulet qui nous représenteront au CIGEF. OK? Et donc, pour gagner du temps, nous avons aussi deux candidats pour... Le CIPEREC. Oui, c'est D'accord. ça. Donc les mêmes? Euh, Nous, c'est les mêmes, là. Hein. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes.
Donc, même chose. Donc, quels sont, donc on va procéder à l'envers. Quels sont ceux qui sont pour la proposition donc Luc Ehrenfeld et Claire Quesnel. Votez pour vous quand même. Ok. Ok, donc 5 pour ce binôme. Et qui est pour le binôme Jeanne-Marie Hermann, Jean-Philippe Ollier? 28. Voilà, donc c'est Jeanne-Marie Hermann, ce sont Jeanne-Marie Hermann et Jean-Philippe Ollier qui nous représenteront en tant que un titulaire et l'autre suppléant au CIPEREC. Nous avons ensuite la commission communale des impôts directs. Alors là, c'est un grand moment, non pas de solitude, mais un grand moment, dans le sens où il nous est demandé de désigner 16 personnes, non, 32 personnes, 8 titulaires, non, pardon, 16 titulaires, 16 suppléants, parmi lesquels le directeur départemental des finances publiques choisira 8 titulaires et 8 suppléants. Donc, dans la première liste, ce sont les titulaires, dans la deuxième liste, ce sont les suppléants. Donc, il choisira. Et donc, là aussi, en fait, sur la question de la proportionnalité, donc, vous aviez la possibilité de proposer 2 titulaires, 2 suppléants, qui sont marqués en bleu. Lorsqu'on transmettra à la DDFIP, on ne mettra pas de couleur, hein, pour éviter de dire non, non, surtout pas cela, hein. Voilà. Sachant que c'est une réunion, une commission qui se réunit une fois par an et qui examine les propositions de la DDFIP sur les classements des nouvelles constructions ou des surélévations, extensions de maisons pour définir la base taxable de valeur locative taxable à la taxe foncière. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais voilà. Donc vous avez la liste sous les yeux, donc des titulaires à gauche et ceux qui se proposent pour être les suppléants à droite. Y a-t-il des demandes de parole sur cette composition des 2 listes? Non. Donc nous passons au vote de ces 2 listes titulaires et suppléants. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Alors, c'était la dernière délibération de cette séance du conseil municipal, qui était retransmise en direct devant une foule nombreuse, j'imagine. Alors, il est de tradition qu'à la fin de chaque conseil municipal, en fait, on propose au public nombreux, et je ne vais pas, non pas de nous faire un pas de danse, mais de poser des questions si le public nombreux souhaite poser des questions. Je vois qu'il y a une personne dans le public. Monsieur Bournisien, pas de questions particulières? Opposition, abstention, il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Donc, je vous rappelle que la prochaine séance se tiendra le jeudi 16 avril, donc dans 15 jours. Les dossiers financiers vous seront adressés demain matin. C'est le compte financier unique. Vous l'aurez dès demain matin. Étudiez-le bien. Et les autres points de l'ordre du jour vous seront transmis. La semaine prochaine? Oui. La semaine prochaine, donc le jeudi de la semaine prochaine, donc une semaine avant le conseil municipal. Il y aura beaucoup de délibérations qui concernent du logement social notamment. Des subventions pour surcharge foncière, des garanties d'emprunt qui sont attribuées pour des opérations de logements sociaux qui sont en cours. Voilà, donc c'est 16 avril et la réunion, a priori, la séance suivante se tiendra vers le 3 ou 4 juillet. Le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est encore un jeudi. C'est le jour qui nous apparaît le plus pratique pour fixer les séances du conseil municipal, parce que les autres jours sont souvent pris par d'autres choses. Voilà, donc, et vous êtes au courant de cette façon, en fait, des dates des 2 conseils municipaux qui suivent. Ça vous permet aussi de vous organiser. A priori, on essaie de maintenir ces dates telles qu'elles sont annoncées à l'avance. Si jamais il doit se passer quelque chose,
On essaie de vous prévenir très en amont pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Pas de questions? Ben non, de toute façon, c'est fini. L'ordre du jour est achevé. Là, voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end pascal. Merci à vous.